Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de cette machine qui se trouve ici à gauche. Cette machine c'est une Dell 16 Plus 2 en 1, donc 16 Plus, donc 16 pouces, plus c'est la gamme Inspiron, le renouveau de la gamme Inspiron, puisqu'en 2025 Dell renomme ses gammes, XPS devient Premium, Inspiron devient Plus, etc. Il y a pas mal de renommages, je vais pas aller dans le détail, et 2 en 1, c'est parce que c'est une machine convertible, vous pouvez la transformer en tablette ou vous pouvez la mettre en mode tente, c'est-à-dire que sa charnière permet de retourner l'écran contre l'arrière de la machine, je vous montre ça dans un instant. Sur ce bureau, je voulais aussi vous évoquer le fait que ici, à droite, vous avez ma machine personnelle. Cette machine, c'est un Inspiron, qui est de 2020, c'est la 7391, je vous l'ai présenté en vidéo et j'en parle régulièrement, puisque c'est une machine qui me sert aussi à vous présenter des choses, elle est tactile et compagnie. C'est aussi une machine 2 en 1, et donc vous commencez à comprendre l'idée dans cette vidéo, c'est que je voulais voir 5 ans après, ce qui était capable de sortir Dell en termes de nouvelles machines dans la même gamme. Alors, il y a quand même un problème de taille, j'espère que vous voyez ici, c'est que la machine 14 pouces n'était pas disponible. Dell me prête gentiment donc des machines pour que je puisse m'en faire un avis, pour que je puisse vous en parler éventuellement si c'est des produits qui sont convaincants. Et vous pouvez voir autour de moi, ils ont eu l'occasion de me prêter ce magnifique écran Ultra Sharp 40 pouces. Quand je dis ce, c'est plus celui-là, puisqu'il est reparti chez eux. J'ai fait l'acquisition du même écran, parce que j'ai été convaincu par les qualités d'affichage de cet écran au quotidien, que ce soit pour mon environnement de travail, mais aussi mon environnement personnel. Et donc, quelque part, ça me permet aussi d'envisager éventuellement le remplacement de cette machine, pas parce que j'en suis déçu de cette machine Inspiron, mais parce que par exemple, je pense à mes parents qui ont besoin d'une machine, de renouveler leur ordinateur portable. Je vous en avais fait une vidéo récemment où je les ai fait passer un peu en force à Windows 11 parce que leur machine était vraiment très vieille. Une petite machine comme ça pourrait leur convenir, mais du coup, ça voudrait dire que moi, il faut que je me trouve un remplaçant, et un remplaçant, ça pourrait être la Dell Inspiron 14 pouces de cette année, ou de l'année prochaine en fonction de l'urgence de l'achat. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense de cette machine, mais pour mon usage personnel. Alors déjà, c'est un petit peu raté. Vous voyez donc le problème de taille entre les deux machines. Cette machine, c'est une 16 pouces, cette machine, c'est une 14 pouces, et pour mon usage personnel, il est hors de question que je passe sur une machine 16 pouces. Mais c'était la seule machine qui était disponible quand j'ai discuté de l'opportunité de tester une machine de chez Dell. Je voulais absolument tester une machine Inspiron, ou plus en tout cas, donc cette gamme-là, pour avoir une machine milieu de gamme dans un budget entre 1000 et 1500 euros, ce qui est déjà un beau budget pour une machine portable, mais ça correspond au budget que j'aurais sur une machine par exemple 14 pouces. Elle est aussi équipée de l'écran mini LED, en plus cet écran mini LED est tactile forcément, puisque c'est une machine tactile, donc c'était parfait pour me faire une idée sur les qualités de l'écran mini LED et sur les qualités des nouvelles machines Dell Plus de cette année. Donc, peut-être un jour un remplacement pour cette machine de droite, on verra. Pour le moment, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de vous parler vite fait de cette machine, les caractéristiques techniques, ses capacités, ses points forts, ses points faibles, par rapport à mon usage toujours personnel évidemment, puisque le but, c'est pas de devenir testeur d'ordinateur portable. Je vais peut-être en faire 2-3 dans l'année maintenant, mais c'est tout, pas plus. C'est juste pour me tenir au courant de ce qui sort, de regarder en termes de génération de processeurs, que ce soit du Intel, de l'AMD, des choses comme ça. Si ça peut convenir à mon usage, et vous partager ce que je trouve être les points forts, les points faibles de ce type de machine. Alors je tiens tout de suite à vous dire, donc 16 pouces, c'est pas pour autant que je suis allergique aux 16 pouces, ma machine professionnelle est une 16 pouces. Pas de souci, j'ai un sac à dos ici qui peut contenir un ordinateur de 16 pouces, donc éventuellement une machine de 16 pouces, c'est quelque chose auquel je suis confronté, que j'utilise au quotidien. C'est juste que pour un usage personnel, moi c'est mon point de vue déjà, une machine de 16 pouces c'est trop gros au quotidien. En plus, quand c'est mal exploité, vous le verrez dans ce châssis-ci, la batterie reste une batterie traditionnelle, 65 Wh. Du coup, on a on va dire l'autonomie d'un portable standard qu'on peut avoir en 13 ou 14 pouces. Donc du coup, c'est dommage d'avoir ce format si grand qui apporte des choses. C'est sûr que vous avez un confort d'affichage qui est assez intéressant. Et vous avez aussi le clavier dont on parlera vite fait, mais le clavier qui a un numpad, donc un pavé numérique complet et classique. Donc très très pratique pour la saisie numérique, ce qu'on n'a pas évidemment sur une machine plus petite. Donc cette machine, une machine qui est très homogène, elle a quelques points faibles, on y reviendra, mais globalement, même si c'est une machine qui est dans le bas de gamme du haut de gamme, c'est-à-dire qu'avec son écran mini LED et tout ça, elle dépasse, enfin elle est quasiment à 1400 euros, donc ça reste quand même une belle machine pour en faire l'acquisition, mais c'est une machine qui est bien finie chez Dell, c'est pas une XPS, vous avez eu l'occasion de voir des XPS sur ma chaîne, mais c'est une machine voilà, qui a une belle finition métallique, qui a un beau coloris, vous voyez aussi la nouvelle finition Midnight Blue, je crois, de cette année, donc c'est une finition noir bleuté,
métallique qui est très 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 joli par rapport à la finition noir mat d'il y a quelques années. Alors moi, honnêtement, je préfère quand même le noir mat, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus moderne, je trouve, mais je dois reconnaître que c'est aussi extrêmement élégant d'avoir ce type de coloris très bleu métallique qui est assez moderne, assez joli également. Bon, pour le quotidien, un noir mat, ça me va très bien. Et donc cet écran, magnifique. Ici, je ne l'ai même pas mis à fond, hein, c'est un écran qui est extrêmement exploitable en intérieur, en extérieur. Donc du mini LED, vous pouvez le monter très fort en luminosité, vous pouvez le descendre très bas également en luminosité. Surtout, chose très intéressante, c'est que vous n'avez pas les problématiques que vous pourriez avoir avec de l'OLED. C'est pas un écran OLED, il n'a pas les capacités d'un écran OLED, mais il a, comme toute technologie, l'OLED a des avantages, des inconvénients. Le gros avantage du mini LED, c'est qu'il n'a pas les risques que vous prenez avec un écran OLED traditionnel, à savoir du burn-in, parce que si du brûlage en fait de dalle, parce que si vous laissez du contenu statique à l'écran, quand bien même il a toutes les protections possibles et imaginables pour protéger la dalle OLED pour ne pas brûler, je vous en ai fait une vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus, et ben un écran OLED, tôt ou tard, il va brûler, il va marquer, il va y avoir des zones, les zones où il y a les icônes, les zones statiques qui vont marquer, et avec un écran mini LED, on a quand même, je trouve, les capacités d'affichage d'un écran OLED, donc on a des noirs assez profonds, on a des couleurs qui sont très 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 jolies, très 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 flatteuses, en étant quand même relativement bien calibrées. On a ici, en plus, une dalle qui est extrêmement précise, je vais revenir dans un instant sur les caractéristiques techniques, donc c'est très intéressant puisqu'on a une très bonne définition d'image, mais on n'a pas les problématiques qu'on pourrait avoir avec un écran OLED, donc on n'a pas non plus les noirs parfaits, mais on a des noirs quand même qui sont d'extrêmement bonne qualité. Donc voilà, pour moi c'était un très très beau compromis, et je pense que dans la gamme 16 pouces, c'est une bonne machine chez Dell. C'est un équilibre, on va dire, entre les XPS qui sont peut-être un peu trop premium, qui ont des fonctionnalités qui vont un peu trop loin dans le haut de gamme, et des machines peut-être un peu plus accessibles, entrée de gamme, mais pour lesquelles il manque des choses. C'est pas une machine qui est complète malgré tout, je vais vous le dire dans un instant, il y a 2-3 trucs qui manquent, et c'est dommage, mais sinon dans l'ensemble c'est une machine qui est bien fichue, et qui est assez homogène dans sa conception globale. On va déballer donc cet ordinateur portable Inspiron. Vous voyez, enfin je sais pas si vous faites une idée de l'échelle, mais par rapport au XPS que j'ai pu vous montrer, on est sur un packaging beaucoup plus gros. Alors certes on est sur un modèle qui est 16 pouces, donc qui est plus gros, mais quand même on est sur un carton assez volumineux. On est a priori ici sur un modèle de pré-presse, donc un modèle qui a été réemballé, donc on n'aura pas exactement l'expérience de déballage si jamais c'était un achat. C'est pas très important, mais je vous le dis parce que des fois, toutes les pièces sont pas exactement à leur place, dans l'état où Dell les commercialise, donc il faut savoir faire la part des choses. Hein. Mais donc je vais vous montrer de quoi est constitué l'intérieur de ce carton. Donc ça s'ouvre bizarrement à l'envers, je dirais, puisque le marquage Dell et le Intel Inside, ils sont à l'envers de l'ouverture. Ça c'est très bizarre, je trouve, comme manière de faire. Et on a bien un emballage tout carton avec deux traits, deux tiroirs. La partie ici, très classique que vous connaissez pour protéger donc l'ordinateur portable. Je le mets de côté, mais donc petite protection tissu là pour faire en sorte qu'il ne soit pas endommagé pendant le transport. Donc c'est tout du carton partout, complètement. Les petits fascicules de garantie, recyclage et compagnie qui sont ici au fond. Et sur le côté, on a la partie câble de chargement, donc vous voyez la prise secteur française et de l'autre côté la fiche traditionnelle de charge en fait, et vous avez ici le câble et le chargeur. C'est de l'USB-C, mais par contre c'est dommage, il n'est pas modulaire. Vous voyez que le câble est branché directement. Alors je sais pas du tout pourquoi Dell fait ça, si c'est des économies d'échelle peut-être, mais on est quand même sur un chargeur 65 watts, on est sur du Power Delivery, hein, de l'USB-C très classique on va dire. Charge USB-C, je vous montre quand même le petit câble, parce que je pense qu'on ne le reverra plus après, puisque moi je vais jamais l'utiliser ce chargeur là, je connecte directement sur tous mes accessoires USB-C traditionnels. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que donc on est sur du 65 watts, c'est extrêmement classique, et pourtant on n'a pas les mêmes chargeurs 65 watts qu'on peut trouver sur les gammes par exemple XPS, qui sont des chargeurs modulaires, plus compacts, et surtout avec la fiche ici extractible. Et ça c'est vraiment dommage. Voilà, c'est des petits détails, c'est probablement quelque chose que vous n'utiliserez pas si vous êtes déjà bien entouré autour de vous en termes d'USB-C, mais voilà, on sent tout de suite qu'on est une gamme en dessous, puisqu'on n'est plus sur les plus hautes gammes, les premium de Dell. Donc l'ordinateur, le voici. Par contre,
tout de suite à le tenir, c'est grand et lourd, évidemment, c'est un 16 pouces. Donc on est sur un châssis déjà d'une taille supérieure par rapport à ce que je voulais vous montrer. C'est fin, c'est compact, alors on n'est pas sur ce qui existe de plus fin, de plus compact chez Dell, puisqu'on n'est pas sur le plus haut de gamme, mais on est quand même sur des proportions qui sont tout à fait raisonnables pour le niveau de performance apporté, et sur des connectiques qui sont très intéressantes. On a la prise jack, qui permet normalement d'avoir la sortie son, mais aussi l'entrée microphone. C'est un port 5 Gbps, donc c'est pas ce qui se fait de plus rapide, donc si vous avez besoin de brancher un disque dur externe par exemple, c'est peut-être pas ce port que vous allez privilégier, mais pour y brancher, je sais pas, une webcam, une souris, un clavier, c'est largement suffisant, et c'est très facile d'avoir du matériel, un dongle de chez Logitech, du Unifying, du Bolt, des trucs comme ça, vous pourrez le brancher dessus. De l'autre côté, et c'est intéressant de voir ça sur des modèles qui sont censés être normalement moins haut de gamme, vous avez plus de connectiques que ce que vous pouvez trouver sur des modèles plus haut de gamme. Alors vous avez des connectiques quand même moins prestigieuses. Alors vous avez un connecteur HDMI, vous avez ici le connecteur de charge USB-C+, c'est un connecteur classique USB-C, DisplayPort et compagnie, et là, vous avez le petit, normalement, alors je sais pas si on le verra, il faut que je fasse des reflets, le petit éclair qui indique que c'est le seul et unique Thunderbolt de la machine, c'est du Thunderbolt 4. Et à côté, vous avez ici un tout petit truc gris, un petit rond gris, c'est le voyant de charge, de décharge, d'alerte, voilà, un voyant multifonction qui s'allume normalement blanc et orange quand il y a un truc à signaler. Alors évidemment, il n'y a que les tranches des côtés qui sont pertinentes, sur la tranche de devant, vous n'avez rien du tout. Sur la tranche de derrière, vous avez les évacuations d'air, puisque les évacuations se font par l'arrière et pas directement le long de l'écran, pour une simple et bonne raison que je vais vous montrer dans un instant. Mais avant ça, je vous montre juste le fond, avec une grille, c'est pour l'entrée d'air, en fait c'est là où les ventilateurs vont capturer l'air, alors frais, mais bon, si vous mettez-vous sur une surface qui ne bouge pas, évidemment, ces entrées d'air. Vous avez un énorme patin ici, silicone, 2 petits patins silicone, les sorties, les emplacements pour les haut-parleurs, donc pour qu'on entende correctement le son. Vous avez les vis ici qui sont disponibles. J'ouvrirai la machine dans un deuxième temps pour vous montrer de quoi elle est constituée, qu'est-ce qu'on peut mettre à jour, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre à jour. Et le dessus, qui est très élégant, très simple. Moi j'aime beaucoup cette couleur-là, c'est ma préférée, elle prend énormément les traces de doigts. Alors c'est peut-être pas là tout de suite, mais au bout de quelques jours, ça commence à marquer pas mal. C'est très facile à nettoyer, mais ça prend les traces de doigts. Par contre, je trouve ça très sobre, très joli, très élégant. C'est pour moi, je trouve même plus joli que les finitions couleur aluminium de chez Dell. J'ouvre la machine, vous avez le petit plastique de protection ici. Évidemment, toute la machine, tout le métal de cette machine a cette couleur-là, mais ici, ça transparaît beaucoup plus. On est un peu plus proche de la couleur réelle. C'est assez compliqué de vous la faire voir exactement. On est sur un reflet très bleuté. Ici, on est assez proche de la réalité. C'est métallisé, et c'est un mélange entre un noir et un bleu foncé. C'est très joli à voir, c'est pas du noir du coup, ça reste un peu plus original. Alors je sais pas si je suis bon ou pas en batterie, parce que là j'ai vu le touchpad s'allumer, mais ça s'est tout de suite éteint. Donc à mon avis, je vais tout de suite la mettre en charge. Donc la voici qui arrive à la vie. Ce qui est très intéressant, et dont on parlera dans cette vidéo, c'était pour ça aussi que j'ai retenu cette machine. C'est pas un gabarit qui m'intéresse beaucoup, par contre c'est un format qui m'intéresse beaucoup sur le côté qu'on peut ou pas mettre en tablette. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'écran. L'écran est très particulier, on va le voir dans un instant, c'est un mini LED, et ça m'intéressait beaucoup de voir la qualité d'un écran mini LED comparé à l'OLED, comparé aux écrans traditionnels, plus traditionnels on va dire chez Dell, parce que c'était le dernier écran de chez Dell que j'avais pas encore pu évaluer, et je pense que c'est un bon choix, ou en tout cas c'est très intéressant comme technologie, donc je voulais me faire un avis, savoir si je me trompais, ou si effectivement cet écran est assez intéressant. Déjà il est très lumineux, donc déjà je vais le réduire au maximum, et on voit qu'en plus il est très réglable en termes de luminosité. Alors évidemment là je l'ai mis au minimum, donc c'est très agréable, puisque c'est un écran qui est du coup consultable dans des environnements assez obscurs sans se brûler les yeux. Par contre, ici, comme je suis en forte luminosité, ça fait des reflets partout. Donc il y aura dans cette vidéo de toute façon une section complète sur l'écran, puisque c'est un des critères de sélection de ce modèle-ci en particulier. Alors de quoi est équipée cette machine? Je vous l'ai dit déjà, vous avez la finition ici, qui est une finition Midnight Blue, très jolie, donc avec les grilles de ventilation, etc. Alors c'est pas aussi haut de gamme en termes de finition que du XPS, mais c'est quand même très bien fini. On est sur des châssis métal, donc ça c'est de l'aluminium, je pense.
les trous ici pour les évents pour les haut-parleurs de qualité également, enfin le son est très bon. Les évents de ventilation pour la prise d'air, vous avez un ventilateur ici, une extraction ici, et donc vous avez des charnières ici, vous les voyez, les charnières 2 en 1, qui permettent de faire tourner l'écran. Alors concernant l'ouverture de l'ordinateur, vous voyez qu'il ne s'ouvre pas tout seul, il faut que je le tienne si je veux l'ouvrir à une main. La charnière résiste beaucoup, la charnière est un petit peu rigide, mais je peux pas lui faire ce reproche-là, parce que sur ces ordinateurs 2 en 1, il faut que la charnière soit plus rigide qu'un ordinateur traditionnel, de manière à ce que l'écran ne bouge pas, parce que vous pouvez le mettre en mode tente, je vais vous montrer dans un instant, ou le replier complètement contre l'arrière, il faut pas que l'écran bouge. Sur l'écran, donc vous avez ici tout en haut la petite webcam. Cette webcam, gros défaut, elle n'est pas compatible Windows Hello. Donc on ne peut pas faire du déverrouillage par reconnaissance faciale. Et ça, c'est un gros souci, je trouve. Par contre, on peut déverrouiller, je viens de le faire ici, par reconnaissance digitale. On a le petit bouton qui est ici, évidemment, ça c'est un sticker qui s'en va, mais c'est une machine de prêt, donc je ne vais pas m'amuser à l'enlever. Le webcam sans Windows Hello, ça c'est super dommage. Par contre, avec, ici, vous voyez, le petit clapet de respect de la vie privée. On voit ici, quand je déplace ici il y a un petit curseur au-dessus, donc c'est matériel, hein, c'est pas logiciel. Vous pouvez fermer le clapet de la caméra. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les gens qui aiment... Enfin, ou qui se sentent plus rassurés et qui mettent un petit bout de scotch sur leur caméra, vous avez directement intégré ce qu'il faut pour verrouiller la caméra, pourquoi pas. C'est juste dommage donc, que cette caméra soit pas Windows Hello. La dalle, on y reviendra dans un instant, je parle du clavier vite fait. Clavier et touchpad même que je trouve plus convaincant que les XPS. C'est quand même le monde à l'envers, puisqu'on est sur une gamme en dessous, mais quand on y réfléchit, les XPS sont des claviers très modernes, ils ont plus ici l'espace entre les touches, et je trouve ça désastreux, moi j'aime pas du tout. Le toucher d'un clavier XPS est excellent, mais le fait ici qu'il n'y ait plus de petit espacement, je trouve que ça manque, et ça revient sur les nouveaux Pro et Premium, il y a à nouveau une petite, très légère écartement entre les touches, et c'est très bien. Ce qui est aussi génial, donc non seulement le toucher du clavier est super, on a vraiment un petit peu de course, et on a un bon clavier d'ordinateur portable. Alors, de toute façon, maintenant, on a de plus en plus de marques qui font des bons claviers d'ordinateur portable. Même mon HP Pro, maintenant, a un très bon clavier, alors qu'HP avait pas forcément des super claviers. Le nouveau, maintenant, a aussi en général de bons claviers, mais ceux de Dell sont vraiment bons. En plus, il est très standard, le clavier de Dell, donc vous retrouvez tout ce dont il y a besoin en fait pour manipuler votre ordinateur portable, et surtout, comme on est sur un 16 pouces, autant se faire plaisir, on n'a pas des grosses bandes de haut-parleurs sur le dessus, et c'est dommage parce que ça permettrait sûrement d'avoir un bien meilleur son, mais à la place de ça, on a un pavé numérique, et un pavé numérique complet. Évidemment, vous avez la petite touche calculatrice, vous avez les petites touches d'opération et les touches de numérotation qui sont standards. Le clavier, vous le voyez ici, il est rétroéclairé, vous avez deux intensités de rétroéclairage, donc faible ou fort, c'est plus pour l'esthétique que pour la batterie j'imagine, mais comme ça vous voyez, donc là je le mets sur la tranche, hein, parce que sinon on voit à peine que c'est allumé, mais ici on est en allumage faible, et ici je vais pousser un petit peu, on voit que la luminosité augmente d'un coup, et sinon vous pouvez l'éteindre si vous n'aimez pas l'éclairage. Évidemment, l'éclairage s'éteint tout seul, et se rallume à partir du moment où vous utilisez votre clavier. À côté de ça, vous avez l'énorme repose-poignet, vous avez le touchpad ici, qui est multipoint, etc., qui est à peine un renfoncement dans la coque, donc c'est très bien aussi, il est presque arasant, donc c'est très facile de nettoyer tout ça, et surtout il est de grande taille, donc c'est très pratique pour manipuler au quotidien la souris, et en plus, comme il n'est pas sur l'XPS sous la dalle directement avec un magnifique repose-poignet plat, ce qui est très joli en termes d'esthétique, mais ce qui est problématique, quand on est sur un XPS, c'est qu'on ne voit pas les bordures. Là, ici, on la touche. La bordure, on la sent, c'est pas du tout épais, il y a un tout petit trottoir, mais on sent la bordure du touchpad, et donc juste comme ça, en déplaçant le doigt, on sait quand on arrive au bout du touchpad, et donc ça permet très facilement de recaler son doigt à un autre endroit. Donc ça aussi, c'est très bien. Évidemment, ces autocollants-là, vous les faites sauter si vous voulez, mais c'est un Core Ultra 7 Intel Arc, donc c'est quand même au niveau du matériel quelque chose de très bon, avec un très bon écran. Donc je vous donne les caractéristiques techniques, je vous montre aussi le modèle un peu plus en dessous, puisqu'il est moins cher, il a quasiment 200 € de moins, donc ça peut vous intéresser. Le modèle que je teste, c'est le numéro DB06250. Donc c'est le 16 2 en 1, mais le haut de gamme, c'est-à-dire qu'il a l'Ultra 7 258V, donc 8 cœurs. Alors attention, dans ces générations-ci, on est sur de l'Ultra de deuxième génération, 258V c'est deuxième génération, le 8 c'est pour la mémoire qui est embarquée, on y revient dans un instant. Donc ici, on est sur des processeurs qui n'ont plus d'hyperthreading, donc c'est une machine qui va être très efficace en monothreading, elle a des bonnes performances, des bonnes capacités en monothreading, en multithreading, donc multicœur,
Elle est efficace, mais beaucoup moins que des processeurs qui sont évidemment équipés d'hyperthreading, donc de la possibilité de, sur un cœur physique, de faire tourner 2 cœurs virtuels, donc de faire tourner 2 threads, 2 activités en parallèle. Évidemment, grosse fréquence de 4,8 GHz, ce qui permet en monocœur, par exemple, de monter assez haut. En multicœur, évidemment, ça s'abaisse un petit peu pour l'enveloppe thermique globale de la machine. Vous pouvez l'avoir en Windows 11 Family ou Windows 11 Pro. Ici, elle est équipée de façon standard de la carte graphique Intel Arc qui est embarquée dans le processeur, donc ça, on n'y réfléchit pas, en fait, ça va avec. Et parce qu'on est donc sur le 8, 258V, donc parce qu'on est sur le 258, vous avez directement 32 Go de mémoire LPDDR5X intégrée dans le processeur. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est une mémoire qui est assez compliquée à mettre en socket, en tout cas pour le moment. Il faut une nouvelle génération de socket, j'imagine que ça viendra avec la LPDDR6 peut-être, mais en tout cas c'est assez compliqué à mettre en socket tel quel, donc c'est pour ça que les constructeurs soudent beaucoup, puis c'est beaucoup plus facile j'imagine. Par contre ça fait que la machine n'est pas évolutive, mais avec 32 Go de mémoire, bon c'est une machine, c'est pas une machine normalement qui va être amenée à devoir évoluer. Avec 32 Go, je pense qu'elle fera toute sa vie à l'aise, ça devrait largement suffire. Mais c'est toujours mieux en cas de souci, en cas de panne, en cas de problème, ou en cas de nouvelle volonté d'utiliser la machine, de pouvoir remplacer la mémoire. Donc je vous montrerai, mais pour changer la quantité de mémoire, évidemment, il faut faire un rétrogradage sur l'ensemble de la machine. Vous avez aussi directement intégré dedans, et je vous l'ai ouverte cette machine pour vous le montrer, le SSD de 1 Tera, donc largement suffisant. Le SSD, évidemment, vous pouvez l'extraire, vous pouvez le remplacer si nécessaire. L'écran est aussi associé au modèle, donc si vous choisissez ce modèle-là, vous avez l'écran mini LED, touchscreen, en 2560 par 1600, donc vous n'êtes pas sur de la 4K, vous êtes au-delà du Full HD, donc c'est quand même pas mal. Et vous avez de la diagonale 16 pouces, c'est un 2,5K. Il est 90 Hz, ce qui est très bien, c'est un très très bon compromis. Honnêtement, cet écran-ci, par exemple, est 120 Hz, je pense que c'est pas nécessaire, mais dépasser le 60 Hz, même sur de la bureautique, comme ça, juste pour afficher des fenêtres, des trucs comme ça, dépasser le 60 Hz, c'est vraiment sympa. Donc 90 Hz, c'est très très bien, même pour faire un petit peu de jeu, 90 Hz, c'est sympa. Aller au-delà du 90 Hz, pour moi, c'est pas forcément utile. Si on joue beaucoup, c'est vrai qu'aller à 120, 144 et au-delà, ça peut être sympa, mais pour un usage classique, 90 Hz, ça apporte un confort de fluidité sans pour autant surconsommer et donc taper fort dans la batterie. Pareil, l'écran mini LED est moins consommateur, je pense, que l'écran OLED. Donc ici, cette gamme-ci n'est pas équipée d'écran OLED, mais j'ai eu de mauvais retours avec ma version OLED XPS. Qui avait vraiment une autonomie moins bonne que des écrans plus classiques, et je pense que l'écran mini LED contribue aussi à l'autonomie de la machine. Donc pour l'autonomie, évidemment, il faudrait que j'ai plusieurs machines avec les variantes pour pouvoir vous le dire précisément, et puis quand bien même ce serait le cas, vous allez voir que si on change d'écran, par exemple, on change aussi de processeur, donc c'est très compliqué de pouvoir dire à quel point l'écran participe à l'autonomie de la machine, mais c'est quand même un écran qui est à la fois très capable en termes de luminosité, mais si vous abaissez la luminosité, qui, je pense, contribue à l'autonomie de la machine. En termes de gestion des reflets, parce qu'il faut en parler quand même, c'est un écran tactile. Donc qui dit écran tactile dit souvent écran brillant. La gestion des reflets est bonne, mais vous allez voir qu'il y a des reflets forcément. On est sur un écran brillant, donc on est sur un écran qui va avoir des reflets. C'est quasiment standard sur des écrans tactiles, il y a très peu d'écrans tactiles qui sont mat, et souvent le problème des écrans tactiles mat, c'est que ils sont texturés, hein, forcément pour être mat, pour éviter la diffusion, parce que sinon c'est des miroirs, donc forcément ça renvoie la lumière, et quand ils sont texturés, déjà c'est pas forcément super agréable au tactile, c'est un peu embêtant si vous utilisez du stylet. Un stylet a besoin que la dalle soit très très lisse, parce que sinon, déjà ça abîme la dalle, et en plus, c'est pas très agréable à l'usage. Donc, et puis en plus, ça peut la griffer, ça peut l'endommager sur le long terme, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément un point négatif. Un petit souci que j'avais eu il y a quelques mois sur le XPS qui avait un écran OLED tactile, c'est le fait que quand il y avait de la poussière, et ça va inévitablement arriver, puisque vous mettez vos doigts sur l'écran, donc ça fait encore que l'écran capte encore mieux la poussière, puisque ça vient se coller sur l'écran. Donc vous allez passer une petite chiffonnette microfibre, et sur l'XPS, la poussière venait se loger dans, ici, les rainures, les rigoles qu'il y avait entre le bord de la coque arrière de l'écran en métal et l'écran. Et j'ai pas de souci avec ce modèle-là, donc c'est vraiment parfait. Alors je sais pas si c'est un souci de finition sur l'XPS que j'avais où l'écran était trop enfoncé dans la coque, mais en tout cas ici, même s'il y a un petit rebord, on le sent avec l'ongle, hein, quand on passe le doigt, l'ongle raccroche, on peut facilement enlever la poussière, et je m'étais équipé, vous avez vu la vidéo il y a quelques semaines, je m'étais équipé de toute façon d'une petite soufflette sur batterie comme ça, donc au cas où, voilà, comme ça, et c'est pas la raison pour laquelle j'ai acheté, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté, c'est ce qui me permettait de déloger très facilement
la poussière restante dans les petites encoches en fait. Ici, il n'y a pas de souci, mais bon, maintenant j'ai la petite soufflette et je peux faire le ménage un peu partout chez moi. Concernant l'écran, deux informations aussi qui peuvent vous intéresser. Cet écran, il est HDR600 et il est aussi 90 Hz, ça vous le savez, je l'ai déjà dit. Mais pour le 90 Hz, il y a une information qui est assez importante à comprendre, c'est qu'il n'est pas compatible VRR, en tout cas il n'est pas compatible variation de fréquence. Quand on va dans les paramètres ici avancés de l'écran, dans Windows 11, on voit le modèle d'écran, donc c'est un B160 QAT, je ne sais pas si ça peut aider à comprendre le modèle, mais vous voyez que c'est bien une Intel Arc 140V, donc c'est pas la Pro, mais c'est quand même un modèle qui est relativement efficace pour le rendu 3D sur les ordinateurs portables et qui est assez peu énergivore. Le modèle de dalle, vous voyez que c'est une dalle profondeur 8 bits, et vous voyez ici qu'on est bien en 90 Hz, c'est réglable évidemment, alors je vois pas pourquoi vous le régleriez à la baisse, mais si vous voulez, vous pouvez le repasser à une fréquence inférieure, mais vous voyez que la fréquence de rafraîchissement dynamique n'est pas prise en charge. En soi, c'est pas forcément un souci, normalement, ce que fait la fréquence dynamique, c'est abaisser la fréquence de l'écran quand vous avez par exemple un contenu statique comme j'ai actuellement devant l'écran, il n'y a pas grand chose à renouveler à part le pointeur de souris qui bouge, donc du coup on peut abaisser le nombre d'images par seconde générées, c'est mieux pour la carte graphique et pour l'écran, ça consomme moins. Il n'y a pas ça, malgré tout, comme l'autonomie est bonne sur la machine, c'est pas un problème, mais voilà, soyez conscient qu'il n'y a pas le rafraîchissement dynamique. Alors c'est pas directement du VRR puisqu'on n'est pas sur un écran en tant que tel, où on a une entrée HDMI, entrée DisplayPort, et on fait varier en fonction de ce qu'on nous fournit. Ici on est purement en interne, mais on n'a pas donc la fréquence variable gérée nativement par Windows. L'autre truc, c'est le HDR. Cet écran prend en charge le HDR, ici vous le voyez. Mais vous voyez aussi que pour contribuer à améliorer l'autonomie de la batterie, la prise en charge des jeux et des applications HDR est temporairement désactivée. Donc je n'ai pas le HDR disponible directement sous Windows. Alors si on lance une vidéo, des trucs comme ça, on voit l'écran qui peut basculer en mode HDR. Donc ça fonctionne, mais principalement quand on a une batterie assez chargée ou quand on est connecté sur secteur. Donc ici j'ai une batterie qui a moins de 50% et donc j'ai pas de HDR. Si maintenant, et je suis désolé pour les reflets, mais on met cette machine connectée sur le secteur, on voit qu'on a la possibilité ici d'activer le HDR, l'écran bascule, et on voit tout de suite de la luminosité beaucoup plus forte. Alors c'est accentué évidemment par l'écran de Windows qui fait exprès d'accentuer ça, mais on voit le contenu HDR ici qui est beaucoup plus boosté en termes de dynamique de couleur, puis de luminosité et de sombre, de noir, que le contenu classique. Voilà, ça vous permet de voir que l'écran est HDR 600. Par contre, alors je sais pas, il y a peut-être des réglages très très avancés pour pouvoir l'activer quoi qu'il arrive, mais comme ça tape plus dans la batterie, il y a certaines situations où vous n'avez pas directement accès au petit switch HDR. Mais attention, je le dis tout de suite parce que ça me paraît évident, si ce que vous cherchez c'est un ordinateur portable traditionnel, ne prenez pas le 2 en 1, prenez le traditionnel. C'est pas un gimmick le 2 en 1, il faut en avoir besoin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous n'avez pas besoin du 2 en 1, vous avez le Dell 16 pouces, qui est beaucoup plus traditionnel, qui sera beaucoup plus facile à configurer parce que Dell fournit plus de variantes, et qui sera peut-être même d'un meilleur rapport qualité-prix, puisque vous pourrez avoir probablement de l'équiper de manière un peu plus sympathique pour pas beaucoup plus cher. Alors là, malheureusement, vous voyez, je prends l'écran mini LED, paf, on met l'Ultra 9, donc je peux pas le mettre avec l'Ultra 7 258V. C'est dommage. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'écran pivote sur 360 degrés, du coup, il y a des compromis qui sont faits au niveau de la structure interne de la machine. Alors maintenant, c'est plus trop vrai. Le châssis 2 en 1 est quasiment le même que le châssis classique, c'est les charnières qui changent beaucoup et puis quelques petits détails, mais dans l'ensemble, si vous n'avez pas besoin, si vous savez que vous n'aurez jamais besoin du mode tente ou du mode tablette, ne prenez pas une 2 en 1, même si elle est en promotion, focalisez-vous sur la version traditionnelle, elle est plus facile à utiliser, elle est faite pour une utilisation portable, et ça vous facilitera la vie plutôt que les taper sur une machine qui n'est pas vraiment faite pour vous, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, donc je vous l'ai dit en mode tente ou en mode 2 en 1. Vous avez deux coloris sur cette machine, Ice Blue qui est une couleur un peu blanchâtre, et puis Midnight Blue qui est une couleur plutôt noire, mais avec des reflets bleus, donc vous avez un blanc bleu et puis un noir bleu. La Ice Blue est de la couleur, vous savez, c'est un petit peu le gris titane de chez Dell, mais avec un reflet un peu bleuté. Et enfin, dernier point, donc vous avez le clavier Windows avec la touche Copilot. Il n'y a pas de variante, on n'est pas chez Framework et compagnie, vous ne pouvez pas demander à ne pas avoir de touche Copilot ou truc comme ça, donc vous avez forcément la nouvelle touche Copilot. Et donc clavier, je vous l'ai dit, avec lecteur d'empreintes digitales, donc compatible Windows Hello, mais la machine en elle-même n'a pas le lecteur vidéo, donc la caméra compatible Windows Hello, donc vous êtes obligé tout le temps de passer par l'empreinte digitale.
Ce qui n'est pas forcément très gênant en utilisation ordinateur portable comme ça. Peut-être que vous êtes habitué d'ailleurs à faire que de l'empreinte digitale, jamais de webcam. Par contre, quand vous êtes en mode tablette, vous avez le clavier qui s'annule en fait. Et du coup, c'est assez embêtant parce que pour le déverrouiller, il faut utiliser l'empreinte digitale qui, elle, s'annule pas, se déverrouille pas, et qui se trouve de l'autre côté. Donc c'est un petit peu pénible. Ça, c'était pour la variante que j'ai testée, mais si si vous faites des compromis en fait dans la configuration, donc ici c'est une autre configuration que je vous ai faite, donc c'est la même machine en fait, mais en version 256V. Donc vous avez un processeur très similaire en termes de performance, mais qu'avec 16 Go de mémoire vive. Par contre, c'est là où c'est un petit peu tordu, et c'est pas forcément d'ailleurs la faute d'Intel, c'est plus le problème, on va dire, de Dell, c'est que évidemment la mémoire est associée au processeur, donc ça, on peut pas faire autrement, hein, 256V, 258V, 256, 16, 258, 32. Donc ça, d'accord, c'est lié. Par contre, on passe sur un SSD de 512, et si on veut le SSD de 1 Tera, bah, on peut pas. Vous voyez qu'on est obligé de changer des choses, donc on est obligé de changer la couleur, on est obligé de changer l'écran, et on est obligé de changer le type de clavier, donc ça, c'est un peu surprenant. Par contre, vous avez quand même la possibilité d'avoir un écran très classique, 1920 par 1200, donc Full HD+, en 60 Hz, 300 candela mètre carré, donc à la place de l'écran. Donc c'est un écran qui va être beaucoup moins flatteur, mais qui peut vous suffire et puis qui vous permet quand même de gagner quelques euros. Vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, repasser sur l'écran mini LED, mais si vous passez sur l'écran mini LED, vous voyez qu'on va vous mettre le SSD de 1 Tera et vous changez des petits trucs, donc ça va vous augmenter le prix. Donc pour rappel, on est à 1149 si vous prenez l'écran Full HD+. Si vous choisissez de repasser sur l'écran mini LED, mais sans prendre les 32 Go et le 258V, vous êtes à 1249. Donc on est sur une fourchette entre 1100 et 1400 euros. À vous de voir si c'est une fourchette qui vous correspond, mais c'est une machine, vous voyez, qui est bien équipée et qui permet de vraiment tout faire. En fait, c'est une machine qui est très 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 puissante et très 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 autonome. Donc ça, c'est un truc aussi dont on va parler. L'autonomie, c'est pareil, j'ai pas de test d'autonomie standardisé, mais j'ai des très bons retours en termes d'autonomie, et c'est une machine qui est extrêmement capable pour une utilisation au quotidien. On est en fonction de votre type d'usage, ce que vous allez mettre sur l'écran, la luminosité de l'écran et tout ça, on peut aller 6 à 10 heures, je pense, facile, avec ce type de machine, ce qui est déjà très bon. C'est une journée de travail que vous pouvez faire, je pense, sans souci particulier. Après ça, en fonction de ce que vous voulez faire exactement dessus, il faudra probablement moduler. Une chose aussi qui est très intéressante, c'est que vous avez cette charnière 360. Donc vous voyez que c'est une charnière qu'on peut ouvrir, fermer, alors, et comme un ordinateur traditionnel. D'ailleurs, je vais laisser verrouiller pour vous montrer le souci dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous pouvez l'ouvrir et comme un ordinateur traditionnel. Vous voyez que elle est bien conçue, cette charnière, puisque quand vous l'ouvrez de manière traditionnelle, ici, elle reste perpendiculaire, donc ça fait que l'écran vient soulever le fond ici, et donc ça permet à l'air frais de rentrer. Et vous pouvez également replier comme ça votre clavier contre l'écran. Donc là, vous vous retrouvez avec une espèce de tablette très encombrante et très lourde en 16 pouces. Malheureusement, c'est pas du tout un usage tablette, hein. Faites très attention, n'achetez pas ça comme une tablette. Mais ça peut permettre de l'utiliser comme un écran additionnel ou comme un écran principal en gagnant de la place. Alors ici, vous voyez qu'il est verrouillé. Comme on n'a pas de Windows Hello avec la webcam, c'est le gros souci, je pense, le gros manque de cette gamme-ci. Bah, il faut aller chercher derrière ici le capteur d'empreinte digitale. Donc du coup, tout le clavier ici et le touchpad se verrouille en fait, donc même si mécaniquement vous pouvez appuyer dessus, il va rien se passer de l'autre côté, c'est désactivé pour éviter toute mauvaise saisie. Donc tout se passe en tactile ou avec un stylet qui n'est pas fourni d'ailleurs, et donc il faudra mettre le doigt sur le capteur ici. Donc vous mettez votre doigt sur votre capteur, alors à l'aveugle, je sais même pas où il se trouve, le voilà. Et bon bah voilà, c'est code obligatoire, donc du coup, il faut que j'appuie. Et c'est code par l'écran en fait directement en tactile. Donc c'est dommage en fait, ce manque de Windows Hello sur la caméra. Vous voyez, c'est ce genre de choses où moi déjà j'étais embêté avec ma machine, mais bon, il y a 5 ans je pouvais le comprendre que la caméra n'embarque pas Windows Hello. En 2025, pour moi ça c'est une problématique, ne pas avoir mis de caméra Windows Hello sur une machine, alors que ça a du sens, hein. C'est même pas pour le coup un gadget, c'est quand on est ici en train d'essayer d'interagir avec sa machine, ne pas avoir Windows Hello, c'est franchement embêtant. Je le précise aussi parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le bouton pour l'empreinte digitale, donc ce bouton qui est là, c'est aussi le bouton power de la machine. Donc quand on appuie dessus, c'est aussi ce qui permet d'allumer ou d'éteindre la machine. En restant enfoncé, évidemment, vous pouvez aussi l'éteindre, forcer l'extinction. Voilà, donc une machine, vous voyez, qui peut éventuellement aussi être utilisée en mode tente, ce qu'on peut appeler mode tente.
C'est-à-dire que vous la mettez ici comme ça, ouverte sous cette forme-là, donc ça lui permet quand même d'avoir une bonne ventilation, puisque vous avez les sorties d'air qui sont sur le dessus. Donc c'est en fait la tranche, hein, ça remonte normalement le long de l'écran, mais quand c'est ouvert comme ça, bah, elles sont directement exposées en haut. Et donc si vous voulez travailler avec par exemple avec un clavier et une souris, donc vous vous mettez un peu dans ce mode-ci, vous pouvez utiliser cette machine un peu plus comme un ordinateur nomade. Vous avez un petit écran, 16 pouces, c'est quand même raisonnable devant vous, avec une bonne définition. Vous n'utilisez pas le clavier, tout ça, vous pouvez le brancher évidemment sur un dock et compagnie pour avoir plein d'autres choses, mais vous avez un vrai clavier, une vraie souris, un écran qui est proche de vous pour pouvoir travailler. Donc ça aussi, c'est un mode d'utilisation qui peut être sympa. Sur mon ancienne machine, on est sur les mêmes caractéristiques en termes de charnière et tout ça, donc si je vous l'ouvre, vous allez voir que elle aussi c'est une machine qu'on peut mettre en mode tente, qu'on peut mettre en mode tablette, donc replié. Donc on est sur la même chose, donc ça là-dessus c'est plutôt pas mal. L'écran est par contre beaucoup moins sympa. Un truc par contre qu'on a là-dessus, qu'on n'a pas du tout sur ces nouvelles gammes, et vous le voyez peut-être à peine, mais c'est extrêmement bien pensé. Je me demande si c'est pas d'ailleurs une des seules années où Dell a fait ça, et moi j'ai acheté quasiment que pour ça, c'est que vous avez le stylet qui est directement intégré dans la charnière. Donc vous avez un stylet qui est un stylet de qualité chez Dell, que vous pouvez utiliser directement pour pointer à l'écran, donc comme souris on va dire de secours, mais que vous pouvez aussi utiliser pour dessiner si vous avez besoin de faire soit du vrai dessin, puisque c'est une tablette quand même de qualité, enfin des zones tactiles de qualité, donc vous pouvez dessiner avec, mais c'est surtout aussi si vous avez besoin de faire des diagrammes, des schémas, des prises de notes, des trucs comme ça, c'est extrêmement pratique. Et le souci c'est que, alors ce stylet là en lui-même ne fonctionne pas sur le Dell Plus. Je vous dis ça parce que j'ai essayé, hein, j'ai regardé s'il y avait quelque chose à faire pour appairer ce stylet, faire quelque chose. En tout cas, ce stylet-là, ce modèle-là qui vient avec cet autre ordinateur Dell, lui ne peut pas être utilisé sur cette machine-là. Mais il ne peut pas être utilisé sur beaucoup de machines, donc je pense qu'il est un petit peu propriétaire. Vous pouvez malgré tout faire l'acquisition d'un stylet. Je n'ai pas vu de stylet fourni avec cette machine, mais j'ai vu des gens qui disaient que sur cette machine-là, il y avait un stylet offert, ou un stylet fourni avec, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de stylet dans la boîte, donc pour moi, il n'y a pas de stylet vendu avec. Mais si vous prenez si vous avez le stylet qui fonctionne avec, la question qui va se poser, c'est vous en faites quoi? Où vous le mettez? Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez poser votre stylet. Donc vous allez avoir un stylet dans le sac. Alors bien sûr, c'est pas forcément un truc dont on a besoin tout le temps avec soi, ça je peux le comprendre, mais c'était quand même super bien pensé cette technique là de mettre le stylet directement dans la charnière. Et on n'en parle plus en fait, comme ça vous avez le stylet avec vous, vous l'utilisez tant mieux, vous l'utilisez pas, bon bah au moins il est pas loin, vous ne le perdez pas. Et ça je trouve que c'est super utile parce que c'est un coup à perdre tout le temps son stylet, à ne pas avoir d'endroit en fait où on peut le ranger. Et on peut même imaginer avoir un rappel que le stylet n'est pas dans son emplacement, des trucs comme ça. Là, ici, c'est pas possible de le faire, la machine n'est même pas au courant qu'il y a un stylet à mettre quelque part. Donc ça, c'est aussi un point négatif, ce stylet, parce que normalement, la dalle tactile est de qualité et permettrait de faire des belles choses avec un stylet. Le fait de ne pas avoir de stylet, alors pourquoi pas que ce soit une option, ça coûte toujours moins cher peut-être au client final, et encore, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, c'est dommage de ne pas avoir, si vous achetez le stylet, une manière de le ranger, soit dedans, soit un emplacement quelque part dans le châssis de la machine. Il y a deux petites choses qu'il faut que je vous montre sur cette machine, le tactile et l'audio. Alors, c'est pas ce qui va être retranscrit le mieux par cette vidéo, mais bon, je vous explique mon ressenti, comme ça au moins ça sera à peu près clair pour vous. Concernant le tactile, c'est très bon. Déjà, je vous l'ai dit, la dalle est lisse, c'est une dalle qui réfléchit un petit peu la lumière, certes, mais c'est ce qui est aussi le plus agréable quand on manipule du tactile. Et le fait aussi que cet écran mini LED soit du 90 Hz, c'est quelque chose qui permet d'avoir une très bonne réactivité quand on manipule une fenêtre. On n'a pas cette sensation de lag ou de fenêtre qui ne suit pas le doigt. C'est extrêmement réactif, c'est très très bien fait. Évidemment, donc ici je vous fais le tactile en mode ordinateur classique, on va dire traditionnel. On peut le mettre en mode tente, je vous l'ai dit. Alors la machine est équipée d'un gyroscope, donc vous voyez qu'automatiquement elle bascule en mode tactile. Et si vous regardez en bas ici, alors on verra à peine parce que j'ai baissé un petit peu la luminosité, mais vous avez la toute petite barre des tâches. On est sur un Windows 11 24H2 ici, alors livré avec cette machine, mais de toute façon on aurait pu le mettre à jour si c'était pas le cas. Et du coup on a les avancées tactiles de Windows 11 qui revient un petit peu sur son retard par rapport à Windows 10 en termes de tactile. Et donc au final c'est extrêmement agréable à utiliser. Donc on a la petite barre des tâches rétractable avec le menu démarrer qui s'affiche tout seul quand on continue à l'étendre. Donc c'est extrêmement pratique, extrêmement facile d'usage.
usage. Pareil, hein, ici, si on prend la fenêtre, on peut très facilement, ici, la coller aux différents endroits. Vraiment, Windows 11 est devenu très complet en tactile, et c'est pour ça que je vous dis, moi, je trouve que c'est très intéressant, le tactile dans Windows 11, et que c'est intéressant d'avoir un écran tactile quand on a Windows 11. Et enfin, donc, on peut compléter en mode tablette, donc en rabattant le clavier contre le dos de l'écran. Donc je vous le redis, le clavier est invalidé, donc que ce soit le touchpad ou les touches, elles ne répondent plus à partir du moment où on n'est plus en mode clavier, en mode ordinateur portable avec clavier traditionnel. Le bouton power et le bouton d'empreinte digitale en haut à droite ici, eux restent valides, et puis vous avez les aérations qui sont bien accessibles, donc du coup la machine ne surchauffera pas. Par contre, c'est une tablette 16 pouces ordinateur, donc c'est très lourd, très encombrant. Et puis surtout, quand on la tient en tablette, moi ce que je vous conseille, vous voyez ici qu'on a des bordures qui sont assez fines dans les angles ici. Donc évitez de la tenir entre guillemets à l'envers comme je le fais là. Tenez-la plutôt dans ce sens-là. De toute façon, le gyroscope va faire le nécessaire. Mais du coup, vous voyez, pour la paume des mains ici, vous n'aurez pas la gêne, vous n'allez pas faire en tout cas, vous n'allez pas faire trop de fausses saisies tactiles. Moi, je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus agréable. Je voulais également vous parler de l'audio. Alors, l'audio sur cette machine est bonne. Par contre, on n'a pas de haut-parleur face à nous, sur le haut de la machine. Je vous l'ai dit, les haut-parleurs sont un petit peu sur le dessous, sur les côtés. Ce qui fait que, évidemment, on n'aura pas la meilleure expérience musicale possible, mais d'elle à privilégier donc le clavier complet, plutôt que mettre ici des bandes de haut-parleurs, ce qui fait qu'on aurait un clavier plus étriqué malgré la taille de la machine. Voilà, c'est un choix, moi je trouve que c'est tout à fait justifié, et le son reste tout à fait correct quand on regarde des vidéos, quand on regarde des films, des choses comme ça, honnêtement le son est très bon. Alors je vous mets quelques exemples, je prends sur la librairie gratuite en fait de YouTube, dans la partie studio, comme ça je suis sûr que j'ai pas de problème de droit. Donc je vous fais écouter juste des courts extraits hein, pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc ici, je suis sur un hip-hop rap. Bon voilà, j'espère que ça suffit pour se faire une petite idée. Je remets mon micro en mode standard. Voilà, donc maintenant j'enregistre juste ma voix. Juste pour vous dire donc que l'audio est bonne, que ce soit pour de l'écoute musicale, film, vidéo, etc. C'est très très bien, ça sonorise l'environnement autour duquel vous vous trouvez. C'est pas extrêmement puissant, et évidemment, c'est des petites enceintes, il n'y a pas de caisson de basse ou truc comme ça, j'imagine, enfin de basse active. Donc du coup, ça manque évidemment en termes d'équilibre d'un petit peu de basse, mais les médiums, les aigus sont corrects, et il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je trouve que au niveau audio, ça suffit largement pour dépanner. Évidemment, et vous le savez, chez moi, je suis équipé de matériel audio un peu plus pointu, que ce soit l'ampli, les enceintes et tout ça. Donc de toute façon, dès que je suis connecté avec la prise Thunderbolt du côté, ou une prise USB, peu importe, le son est diffusé soit sur mon écran, soit sur mon ensemble hi-fi. Donc le son est forcément très bon. C'est plus du dépannage, et en dépannage ou en mobilité, c'est pareil, vous pouvez utiliser, ce qui est mon cas, vous utilisez des intras, vous utilisez un casque. Donc finalement, les haut-parleurs de la machine sont plus pour partager quand on est en solution de mobilité, sans gêner évidemment l'entourage. Donc du coup, un usage qui n'est pas non plus intensif, en tout cas pour moi, pour les usages que je peux avoir, j'ai pas énormément besoin des enceintes, sauf quand je suis chez moi, que je regarde par exemple une vidéo, voilà, qu'il n'y a pas de gêne particulière dans l'entourage, du coup là je peux me permettre d'utiliser les enceintes intégrées, et pour moi ça suffit largement, elles sont bien, elles sonorisent bien la pièce, sans être trop puissantes, elles seraient un petit peu plus puissantes, je pense que ça serait pas gênant. Maintenant au moins elles saturent pas,
sur des vidéos de l'écoute. Alors, on peut les mettre à fond, mais en termes d'écoute, je suis plutôt dans les 60-70%. Ça suffit largement, je trouve, pour vidéo YouTube et compagnie. En ce qui concerne la webcam, donc vous voyez ici, on voit le petit capot de webcam qui est fermé. Vous avez un petit interrupteur mécanique. Vous l'ouvrez, l'interrupteur mécanique, c'est compliqué à montrer, mais on voit ici ouverture, fermeture. Donc la webcam, on peut l'occulter, ce qui fait que si jamais vous avez des soucis, vous voulez être sûr d'avoir une certaine confidentialité, on le voit physiquement, on le voit avec le petit interrupteur, c'est occulté. Quand bien même, vous pourriez démarrer l'application caméra, par exemple, je vais faire ça pour vous montrer. Vous voyez ici qu'elle s'active, la caméra, donc on voit bien le petit voyant blanc qui indique qu'elle est sous activité. Par contre, Windows vous dit, il y a un souci puisque je n'arrive pas à filmer, et c'est parce qu'elle est occultée mécaniquement. Donc c'est pas une occultation électronique, c'est-à-dire qu'on coupe pas le circuit de la caméra comme on peut avoir sur les XPS où vous avez un bouton caméra et ça coupe électroniquement la caméra, ce qui est aussi très bien, parce qu'en général ça passe par des couches bas de niveau, donc Windows peut pas de toute façon réactiver par lui-même la caméra. Voilà, c'est une manière plus traditionnelle, plus basique de le faire, mais ça suffit largement. Et je voulais quand même vous montrer donc un petit exemple, alors ça vaut ce que ça vaut, mais vous montrer filmer comme ça avec la caméra. Donc je vais basculer donc ici sur l'enregistrement, donc j'appuie là. Voilà, on voit l'enregistrement qui démarre, et donc vous avez ici un exemple, alors peut-être un petit peu trop lumineux, je sais pas, mais pourtant aujourd'hui le temps est plutôt gris, dehors plutôt nuageux, même voire à la pluie, mais on voit quand même que c'est une caméra qui est pas mal en termes de rendu. Voilà, alors c'est pour faire de la visio, principalement des choses comme ça. Vous n'allez pas aller chercher beaucoup plus loin avec ce type d'usage, mais je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, la qualité est bonne. Et du coup, vous aurez eu aussi les microphones, comme ça vous aurez une petite idée de ce que peuvent donner les microphones de la caméra. Voilà, pour moi c'est correct. Si vous avez besoin de faire de la visioconférence, voilà, du Messenger, des trucs comme ça fonctionne très très bien, c'est largement suffisant. En termes d'autonomie, ça va être compliqué de vous faire un retour factuel, parce que autant où quand on fait des benchmarks de processeurs ou de cartes graphiques, on le lance et je peux partager les résultats, c'est assez facile. Pour ce qui est autonomie, il faut des benchmarks standardisés, et quand bien même je peux faire un benchmark, c'est pas tant ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'utilisation que j'en ai au quotidien par rapport à mes autres machines. Donc vous pourrez pas en faire nécessairement grand chose, mais je vais quand même vous expliquer ce que je pense de l'autonomie de cette machine, qui est excellente l'autonomie. Mais avant de parler de l'autonomie, la batterie, donc la batterie vous l'avez vu, c'est une 64 Wh, et ce que je trouve peut-être pas désastreux, mais très embêtant de la part de Dell, c'est que ce châssis-ci, le capot en métal, etc., et l'architecture interne, c'est le même que la version 2024. À ma connaissance, en tout cas, c'est le même, on va dire, le même agencement, le même type de capot. Et dans la version précédente, on était sur, si je me rappelle bien dans cette gamme de prix-là, le Core Ultra 155H, donc c'est un Core Ultra de première génération, qui est beaucoup plus énergivore, même s'il est plus intéressant, il a un bon rapport performance-prix et dissipation thermique, il est plus énergivore. Et on aurait pu avoir dans cette machine-ci la batterie de 85 watts. Et avec une telle batterie, on avait une machine qui avait une autonomie de folie, c'était vraiment exceptionnel. Sauf que, je sais pas si c'est pour réduire le poids, pour réduire le prix, les deux, ou pour augmenter les marges, ça, il n'y a que Dell qui peut répondre à ce genre de questionnement, mais Dell a choisi de mettre dedans la batterie de 64 Wh. Même sur la configuration, qui est la configuration haut de gamme de ce modèle-ci en particulier. Et avec 64 Wh, malheureusement, on ne peut pas prétendre aux meilleures autonomies auxquelles on pourrait prétendre dans ce type de format, puisque vous avez vu, c'est beaucoup d'espace vide. Là où il y aurait pu avoir une énorme batterie sous le clavier, on a une batterie beaucoup plus raisonnable, qui suffit largement, mais beaucoup plus raisonnable, donc avec une autonomie plus limitée. Alors cependant, moi ce que je peux en dire, c'est que, vous voyez d'ailleurs, ici on est à 72%, Windows annonce plus de 5 heures d'autonomie restante, c'est à des années-lumière des machines que vous pourriez imaginer il y a quelques années, il y a encore 5 ou 10 ans, on n'était pas du tout sur ce type d'autonomie-là, sur ce type de processeur, qui reste des processeurs classiques, on n'est pas sur de l'ARM, on est sur du processeur x86 64 bits, comme on a chez AMD, comme on a chez Intel, donc on est sur des architectures très classiques, même si elles ont été un petit peu modifiées pour améliorer l'autonomie, mais donc c'est plutôt pas mal. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que cette machine tient sans problème toute la journée, voire toute la semaine dans mon cas d'utilisation, puisque je fais principalement un petit peu de Wi-Fi avec de la vidéo, et puis des saisies de texte, des trucs comme ça, donc elle tient la journée sans difficulté. Pour moi, c'est une machine qui a une autonomie entre, on va dire, 6-7 heures
quand on vraiment la sollicite beaucoup. Alors ça dépend de ce que veut dire beaucoup, hein. Si vous faites du montage vidéo, des trucs comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas d'utilisation de cette machine, vous ferez pas ce genre de durée là. Mais si vous êtes plus raisonnable dans les usages, 6-7 heures c'est envisageable, et vous pouvez facilement dépasser les 10 heures, peut-être même arriver presque à 20 heures si vous faites, par exemple dans un avion, avec la luminosité baissée, vous faites juste de regarder des vidéos. Si vous avez par exemple, je sais pas, un film stocké sur la machine, vous baissez un petit peu la luminosité, vous coupez le wifi et vous regardez votre film, à mon avis, vous tenez, je pense, plus de 15 heures dans ce type d'utilisation-là. Alors j'ai pas testé dans le détail, mais je peux juste dire par rapport au pourcentage que je vois baisser, et en fonction de ce que j'allume, ce que j'allume pas. Voilà, donc pour moi, pour une utilisation classique, écran, comme ça vous voyez, alors en général je mets un tout petit peu plus fort, mais je suis à 1/3 de luminosité, ça suffit en intérieur. En extérieur, il faudra pousser un peu plus. Du Wi-Fi et une utilisation traditionnelle classique. On a une très bonne autonomie et je pense que la machine est bien architecturée. Peut-être que l'écran contribue à l'autonomie, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a un processeur de deuxième génération, Core Ultra 258V, un écran aussi qui tient la route, et ça fait un ensemble qui a une très bonne autonomie. Et je vous aurais mis de toute façon un petit diagramme qui montre, parce qu'on peut avoir ici les utilisations de batterie, donc ici pour ce cas de figure là c'est pas très intéressant, mais vous voyez que sur 7 jours on a voilà, le fonctionnement. Alors là je suis plus en dents de scie parce que je le reconnecte sur mon dock à chaque fois, donc du coup je descends peut-être à moins de 50%, et puis il remonte, et puis il redescend, etc. Mais je vous ai fait aussi une utilisation purement sur batterie pour vous montrer la descente en termes de consommation, c'est tout à fait correct. Cette machine est équipée de Wi-Fi 7, je vous l'ai dit, carte Wi-Fi intégrée. Au démontage de la machine, on voit qu'on peut l'extraire. Donc actuellement, c'est une carte Wi-Fi 7 BE201, mais donc vous pouvez la faire évoluer. Je me suis connecté sur un réseau Wi-Fi 7 pour vous faire le test. Le réseau Wi-Fi 7, c'est mon réseau TP-Link, 2 bornes en Wi-Fi 7 mesh. J'ai une borne qui est juste là, et le serveur qui est ici me permet de faire les tests de débit. Comme ça, j'ai un test local. Je suis pas bloqué par ma connexion internet qui de toute façon saturerait, enfin plus vite en fait que ce qui est capable de faire du Wi-Fi 7, parce que le Wi-Fi 7 quand même ça dépote. Donc je vous montre ce que ça donne en termes de débit. Ce que j'ai observé dans le bureau, c'est pas vrai au rez-de-chaussée, mais je vais pas de toute façon vous montrer dans toutes les situations, c'est que le téléchargement, je sais pas pourquoi, il reste bloqué autour du gigabit seconde, donc en gros les débits du gigabit Ethernet. Normalement on est censé monter plus haut, mais je sais pas pourquoi ça monte pas plus haut. L'upload par contre, lui on voit qu'on explose en termes de débit, on est proche d'un réseau de 2,5 gigabits seconde, et donc c'est en fait le lien 2,5 gigabits Ethernet que j'ai entre ma borne et mon NAS, donc en fait je sature ce lien physique, donc autant vous dire que c'est extrêmement rapide en termes de réseau. Alors par contre, pourquoi j'ai régulièrement des débits plus faibles en téléchargement, je sais pas, c'est peut-être la disposition des antennes qui est problématique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, comme vous avez une carte Wi-Fi 7 BE201, vous avez aussi évidemment le Bluetooth qui est associé, donc vous avez du Bluetooth qui est évolutif dans la machine, puisque ça va avec la carte Wi-Fi 7. On le voit ici sur les specs de Intel, vous allez directement là, vous aurez tout ce qui est capable de faire cette carte en Wi-Fi. Vous voyez qu'en Bluetooth, on est en Bluetooth 5.4, on a le Low Energy, les trucs comme ça, et donc ça aussi c'est intéressant. Vous pourrez mettre à jour votre Bluetooth sur cette machine-là. Donc voilà, niveau évolutivité, ce sont des choses qui sont très intéressantes sur ces machines où c'est pas soudé. Je vous ouvre l'ordinateur portable, que vous voyez les entrailles, que vous n'ayez pas besoin de le faire sur le vôtre, et que vous sachiez comment il est évolutif, ce qu'on peut changer ou pas. Pour la vis, enfin pour la visserie, c'est toutes des PZ0 a priori, et puis pour les accessoires, moi j'ai du iFixit que j'ai acheté sur Amazon juste pour déclipser rapidement. Donc je fais ça off caméra évidemment, vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est de la vis, peut-être il y a des vis captives, mais faites quand même attention, c'est de la vis qu'on peut perdre je pense. Quand je vois celle-ci par exemple, vous voyez qu'on peut l'enlever. Il y a peut-être une ou deux vis captives dans le lot. Je le précise également parce que finalement peu de gens le savent, et je vais le mettre en surincrustation au moment où je vous montre ça, mais si vous allez sur le site de Dell, sur le site de support de Dell, vous avez évidemment les firmware, les drivers, les trucs comme ça, mais vous avez aussi les documentations techniques des produits. Alors vous avez peut-être pas les schémas électroniques, ça c'est dommage, il y a peu de marques qui le font, hein. Mais vous avez aussi des documentations donc, qui vous permettent de savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer, comment vous pouvez ouvrir la machine, comment on va avoir accès au M2, des trucs comme ça. Donc vous avez des documentations assez complètes. Donc j'ai fini de démonter les vis. Vous avez a priori ici deux vis captives, je pense. En tout cas, les deux vis des angles ici ont l'air d'être captives, c'est-à-dire qu'elles restent coincées dans le capot. On les entend, ça claque. Capot un petit peu pénible à ouvrir. C'est du métal, mais il y a beaucoup de clips, et du coup, il m'a cassé le bout de mon embout ici. Bon, tant pis, il faudra que surtout, c'est celui que j'utilise le plus, donc il faudra que je m'en rachète un autre. Mais bon, c'est pas grave. Et pour information, je me suis déjà acheté le Jimmy de iFixit. Je l'ai pris sur Amazon, ça coûte moins de 10 €. Comme ça, je pourrais ouvrir
les prochains ordinateurs sans casser à nouveau les petits outils comme ça plastiques qui sont finalement assez fragiles quand on a des coques métalliques à ouvrir. Voilà, donc ça si vous en avez besoin, je prends mes kits iFixit, je suis pas sponsorisé par iFixit, mais même si vous pouvez trouver des petites chinoiseries qui feront probablement aussi bien l'affaire, étant donné qu'ils contribuent beaucoup à améliorer la réparabilité, au suivi aussi des différents matériels pour réparer, je pense, aux manettes de jeu, des trucs comme ça. Moi, je préfère acheter directement chez iFixit, et puis le matériel est en général de bonne qualité. Et donc, au final, vous voyez qu'on a bien 2 vis captives ici. Et je vous montre l'intérieur. Alors, c'est sans surprise, mais vous voyez qu'il y a de la place dans ce type de châssis, puisque déjà, on n'est pas sur des machines très très haut de gamme. Il n'y a pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, une carte graphique Nvidia intégrée, des choses comme ça. Donc, il y a de la place un petit peu dedans. Donc, je vous montre à peu près ce qu'on peut repérer dedans. Donc, quand on travaille sur une machine, ici, je vais rien démonter, donc j'ai pas besoin de le faire, mais en général, on débranche la batterie. La batterie, ici, c'est une 64 Wh. Vous voyez ici, c'est le format de batterie assez standard sur les Dell. Il y aurait de la place pour mettre beaucoup plus gros, mais c'est le même format de batterie quasiment que sur des ordinateurs beaucoup plus petits. Donc j'espère que sur des produits plus haut de gamme, ils intègrent des batteries un peu plus sérieuses, on va dire, en termes de taille. En termes de refroidissement, donc on voit ici un refroidissement actif avec un seul ventilateur, donc pas de double ventilateur, un heat pipe, donc un caloduc qui permet de transporter la chaleur d'ici à là. Donc ici on doit avoir la partie refroidissement, et ici là-dessous on doit avoir le processeur qui est soudé sur la carte, donc le processeur ne se retire pas. Sinon, donc on voit les écritures un peu partout, motherboard, I/O ici, donc on a des petites écritures sur le PCB, ce qui permet de se repérer. On voit, chose très intéressante ici, la partie Wi-Fi qui est remplaçable, donc on voit ici la carte Wi-Fi. Je vous ferai de toute façon une photo que vous aurez en incrustation, donc photo gros plan de la carte Wi-Fi avec la petite vis ici à retirer, donc c'est du format M2. On est sur du Wi-Fi 7 dans cette situation-là pour cette machine-ci. Et ici, on voit le chariot pour le M2. M2, pareil, je vous fais le gros plan, je vous mets l'incrustation. M2 de qualité classique, hein, on va dire, mais vous voyez qu'on a la possibilité, ici on est sur un M2 de petite dimension, mais on peut avoir aussi un M2 de grande dimension. Il y a le chariot ici qui permet d'être retiré, le chariot métal, pour avoir le M2 pleine taille. Pleine taille pour le 2280 pour ce type de machine. Pour le SSD, j'ai vérifié avec les numéros de série, on est sur du Samsung, du PCI Express NVMe en Gen 4x4, donc on est sur quelque chose de tout à fait correct en termes de performance. Je suis pas sûr que ce soit le modèle le plus haut de gamme de Samsung, mais Samsung fait pas non plus de mauvais SSD, donc dans l'ensemble, on est probablement sur un produit bien dimensionné pour le niveau de prix auquel il est commercialisé. Et pour la carte Wi-Fi, surprise, on est sur de l'Intel BE201, c'est écrit ici en tout petit, donc vous avez l'incrustation et je vous l'avais déjà mise pour information, donc on est bien sur la dernière génération qui fait Wi-Fi 7, mais qui est aussi rétrocompatible Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 et compagnie, donc on est sur quelque chose de très intéressant, puisque sur cette machine, on a une évolutivité limitée mais suffisante, on a un accès direct à la batterie, alors même si, moi j'ai perdu mon petit pic, il a cassé dans le combat, mais on a quand même un accès facile, direct à la batterie, elle est très facile à retirer, il y a juste ensuite les petites vis ici, et vous voyez qu'elles sont même indiquées, donc il suffit de suivre les indications et de retirer évidemment le connecteur batterie. On peut faire évoluer la partie connectivité, donc c'est très bien, on peut faire évoluer la partie stockage, c'est très bien aussi. Là où le bas blesse, entre guillemets, c'est que même si Dell a communiqué dessus, sur ces gammes-ci, les ports USB, donc on en a 2 ici, là-dessous, et un de l'autre côté ici, ce sont des ports, on le voit particulièrement en tout cas sur celui-là, ce sont des ports qui sont soudés directement sur la carte mère, et donc du coup, sur la carte d'extension, et donc du coup, on peut pas les remplacer sur les nouvelles générations haut de gamme, donc les Dell Premium, je crois, de chez Dell, vous avez la possibilité, en passant alors par l'arrière, donc il faut tout démonter malheureusement, mais vous avez la possibilité de démonter les ports USB. Donc vous pouvez juste racheter le petit élément USB, si vous cassez votre port, s'il y a un souci quelconque, une mauvaise connexion qui se fait, et vous pouvez les remplacer. C'est un petit peu mieux pensé, et c'est dommage que ça n'atteigne pas des gammes plus grand public, où c'est justement très intéressant de mettre à jour et de pouvoir faire évoluer sa machine, la réparer, pour qu'elle tienne longtemps, parce que c'est des budgets quand même quand on achète ce type de machine. Si c'est à part ça, en tout cas, c'est qui est largement suffisant en termes d'évolutivité, c'est tout, la machine n'ira pas plus loin. Alors, il y a de la réparabilité qui est possible, mais vous voyez que c'est une machine qui est bien vide. Vous voyez ici, un peu partout, j'étais étonné en voyant ça, mais vous avez ici des petits supports en mousse qui viennent rigidifier avec le fond du châssis. C'est une machine qui est assez vide finalement, parce que la plateforme Intel est elle-même très réduite
par son efficience et par ses caractéristiques. Donc on est sur de la mémoire soudée, tout ça, donc n'allez pas chercher quelque part d'évolutivité au niveau de la mémoire, elle est intégrée, donc on peut rien y faire. Le processeur, pareil, socket directement soudé, pas de socket, pas de truc comme ça, donc ça fait bien longtemps que c'est le cas, on peut pas le remplacer. Vous voyez aussi l'accès aux charnières qui va être très compliqué, donc faites attention, ça a beau être un modèle 360, un modèle 2 en 1, soyez délicat avec vos charnières, on voit ici les axes de fixation, parce que si vous cassez les charnières, ça va être pénible d'aller remplacer l'écran, mais c'est faisable, si vous êtes un petit peu courageux, si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est faisable. On voit aussi que les haut-parleurs n'ont rien d'extraordinaire, mais sont présents, un de chaque côté. Voilà, donc vous avez normalement un bon aperçu de l'interne de l'ordinateur, comme ça. Si jamais vous vous posiez la question, vous avez vu à quoi ressemble l'interne de cette machine, plutôt standard, mais très évolutive, et même plus évolutive que des machines très haut de gamme, et c'est très agréable de voir ça. Je vous montre la plaque de l'autre côté, d'ailleurs c'est amusant, il y a des petits picots, des petites rigoles, des choses comme ça qui sont moulées directement sur le plastique qui est collé sur la plaque. C'est une plaque métallique, hein, donc malgré tout on a des bonnes finitions. C'est agréable de voir quelque chose comme ça, puisque quand on l'a en main, ça doit être une plaque de métal très fine, mais quand on l'a en main, ça reste du métal, donc ça donne un ressenti qui est assez premium. Bon bah je peux refermer tout ça, et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à reclipser. Donc quand on referme, en fait, ici, il faut remettre les petits clips, en espérant qu'ils ne cassent pas, et ensuite on peut remettre les vis. Et par contre, le truc qui est bien pensé, c'est que ces vis-là, en particulier ici, c'est quand vous allez serrer, que ça va venir fermer le capot, ça permet d'avoir comme ça un accès facile pour pouvoir facilement l'ouvrir quand c'est la première fois que vous l'ouvrez. Le bruit que vous entendez là est assez exceptionnel, je ne l'ai pas entendu au quotidien, c'est vraiment parce que je suis en train de faire un benchmark, et que du coup il est en multicore, donc vraiment la machine chauffe beaucoup, que le ventilateur s'est accéléré. Mais sinon, au quotidien, en utilisation classique, on va dire, même dans un jeu léger, on n'entend pas souffler autant. Là, j'ai vraiment poussé à fond, mais on entend quand même que le ventilateur unique, forcément ça fait plus de bruit que mettre deux ventilateurs avec plus de masse en fait pour refroidir. Donc forcément, j'imagine que ça a pour effet que c'est un peu plus audible, un peu plus présent quand la machine chauffe beaucoup. En termes de chauffe réel, alors je suis en train d'enregistrer, donc vous pourrez voir peut-être en meilleure qualité qu'à travers mon appareil photo, à travers ma caméra thermique qui est sur mon smartphone, mais vous voyez en gros que ce qui chauffe beaucoup, c'est la partie gauche de la machine, donc vous voyez à peu près ici que je vous montre, voilà, on voit bien la partie gauche de la machine qui chauffe, pas la partie droite. La partie droite, on voit qu'il n'y a pas la partie refroidissement, on l'a vu quand je vous l'ai démonté. Donc du coup, elle n'est pas du tout exploitée pour le refroidissement de la machine, c'est dommage, puisque c'est quand même une sacrée masse qui pourrait servir à prendre de la chaleur et à mieux dissiper. Et on voit pareil pour l'extraction, qu'il n'y a vraiment que le centre de la machine qui permet d'extraire la température. Voilà, donc c'est on va dire que c'est pas une machine qui est conçue pour optimiser la chauffe et le flux de refroidissement, c'est dommage, parce que je pense que ça pourrait être mieux géré si la machine avait plus de masse thermique, donc un meilleur dissipateur, plus gros, qui prend plus d'espace dans la machine, et peut-être deux ventilateurs pour extraire la température. Maintenant, c'est pas une machine dont le but c'est de monter très haut en performance, donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu, je trouve, sous-dimensionné en termes de refroidissement, mais voilà, vous voyez bien le déséquilibre gauche-droite. On va parler des performances de cet ordinateur portable, mais avant d'aller dans le détail, de parler des résultats Geekbench, des résultats Cinebench, je voulais vous faire le même topo en fait que sur la machine XPS, à savoir que cette machine a un niveau de performance différent en fonction de si elle est branchée ou pas. Et c'est pas que les réglages Windows, hein. Quand on va dans les réglages Windows ici, d'ailleurs je peux vous montrer en live que vous puissiez voir puisqu'elle est configurée actuellement comme ça, donc on peut aller dans les réglages de Windows, et on peut changer en mettre performance élevée, et on peut également mettre performance élevée sur batterie. Et on peut aussi le faire dans le BIOS éventuellement. Mais vous allez voir que même si on la règle comme ça, au passage, vous voyez que Dell a des fonctionnalités de préservation de batterie, c'est le petit cœur qu'on voit là. Donc vous avez des chargements optimisés, des choses comme ça, pour préserver la batterie, pour éviter de la charger tout le temps à fond quand vous êtes connecté tout le temps sur secteur. Mais bon, ça c'est un petit détail, mais toutes les marques le font pas de la même manière et Dell le fait vraiment bien. On revient sur les performances, donc si je débranche la machine, et au passage ici elle était branchée sur un dock Thunderbolt, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler plus tard. Si je lance Geekbench ici, je vais faire un Geekbench CPU Benchmark, mais en mode batterie. Donc là la batterie est complètement chargée, vous venez de le voir à l'instant, elle était à 100%. Je lance le test Geekbench, et je vous retrouve juste quand c'est fini, pour qu'on parle des résultats, qu'on les compare aux résultats
connecté sur secteur. Le test c'est fini tranquillement, on voit l'onglet qui s'ouvre, je rebranche la machine, donc je la mets sur son dock Thunderbolt, je reparle dans un instant du Thunderbolt. C'est aussi un critère assez intéressant sur cette machine. Donc du coup je vais profiter du grand écran pour vous montrer ça. Ce qu'il faut comprendre, et ce que je veux vous montrer ici, c'est si je vous mets en comparaison un Geekbench sur batterie avec un Geekbench sur secteur. Donc je vous montre ça, je vous les mets côte à côte. Voilà en gros, alors j'ai fait deux séries de tests, mais peu importe. À gauche, vous avez ici le test qui est fait sur batterie, en mode performance, hein, donc ce que je vous ai montré avec vraiment Windows configuré mode performance. Et à droite, vous avez le même test, mais fait sur secteur, donc avec le câble Thunderbolt, mais ça pourrait être le câble d'alimentation, peu importe, connecté sur la machine. Vous voyez quand même que la différence est significative, et c'est la même en fait que ce que je vous avais montré sur les machines XPS. La machine XPS, qui avait quasiment le même processeur d'ailleurs, hein, qui était la même architecture, avait le même écart de performance entre batterie et secteur. Du coup, pour moi, c'est vraiment extrêmement problématique. C'est, à ma connaissance, quelque chose qui n'existe pas dans le monde d'Apple. Donc les Apple M1, M2, M3, M4 n'ont pas ce genre de grosses différences. Il y a une différence, mais pas significative comme ça. Sur les AMD, alors je connais pas toutes les variantes AMD, mais je pense que même sur les versions très récentes AMD, on n'a pas ce genre d'écart aussi important. Et par contre, sur Qualcomm, je vous avais testé une XPS, donc une Dell, une version XPS Qualcomm, il n'y a pas du tout ce genre d'écart. Et c'est pas anecdotique. Si vous faites des tâches de productivité avancée, on va dire, du traitement vidéo, des traitements photo, des choses comme ça, vous voyez que on va du simple au double en termes de performance, et c'est pas rien. Quoi qu'il en soit, si on se concentre sur les vraies performances de la machine, c'est-à-dire les performances optimales quand elle est connectée sur secteur, on a des performances qui sont elles-mêmes discutables. Autant où le score single core, il est correct, on est sur des machines du type M1 et compagnie, donc en gros avec le 258V, Intel est on va dire, dans une norme de machines très autonome et puissante. Par contre, moi ce qui me pose problème, alors ici en plus le score est un petit peu bas, c'est pour ça que je l'ai refait 2 fois. Vous voyez que je descends tout petit peu en single core et je remonte un petit peu en multicore. Donc multicore c'est le multithread, hein. C'est-à-dire si je vous montre ici le gestionnaire des tâches de Windows, qu'on va dans processeur et que j'affiche en processeur logique, ce qu'il faut comprendre c'est que cette machine est équipée de 8 cœurs, c'est-à-dire 8 processeurs logiques. Donc pour Windows, ça paraît comme 8 processeurs. Elle n'a pas d'hyperthreading, c'est-à-dire que sur ces générations Ultra 2, donc deuxième génération Core Ultra d'Intel, il y a eu un sabordage quelque part de l'architecture, mais c'est aussi pour permettre une meilleure efficacité énergétique et une meilleure autonomie, mais on n'a plus d'hyperthreading, et donc au lieu d'avoir 16 process qui peuvent tourner en parallèle, on n'en a plus que 8. Et ça a un impact direct sur toutes les tâches qui sont lourdes en multicore, et donc ça peut aller du jeu vidéo très optimisé à du montage photo, vidéo, des choses comme ça, où là on tape vraiment dans les performances. C'est vraiment embêtant ce genre de processeur quand on est dans ce type de cas de figure, sachant que en plus quand on regarde l'évolution récente des ordinateurs, on part sur des architectures ARM multicore, mais vraiment énormément de corps, et du coup on se retrouve avec des machines qui ne tiennent plus la route en multicore. Donc je sais pas pourquoi Intel a choisi ce cheminement-là. Dans la majorité des situations, pour les gens qui vont acheter ces machines-là, c'est absolument pas un souci. Vous allez peut-être faire de la bureautique, aller sur internet, des choses comme ça, avec 8 corps, 8 threads, vous êtes très bon. Il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de difficulté à faire tourner ce que vous voulez faire tourner au quotidien. Mais dès que vous allez taper dans des usages un petit peu intensifs en donc multithread, ce type de processeur sera beaucoup moins à l'aise que des processeurs aux conceptions plus actuelles, plus logiques que ce qu'a fait Intel. Voilà, donc Intel a fait un choix de rationalité pour optimiser sa consommation, tout ça, mais bon, ça a des impacts. Et ce que je vous disais, le truc vraiment qui est embêtant, moi, c'est le fait qu'il y a une vraie différence entre connecté sur secteur ou pas, parce que ça veut dire que si vous êtes, je sais pas, vous êtes étudiant, vous êtes en amphithéâtre, vous êtes, alors développeur, je sais pas trop si c'est le genre de machine que vous achèteriez, mais imaginez, vous êtes développeur, vous avez un truc à compiler, et bien le fait d'être déconnecté de votre prise de courant, ça va vous impacter très significativement et très négativement sur les performances de la machine
que vous aurez. Donc pour moi, ça c'est franchement embêtant. C'est pas un problème des machines Dell, c'est un problème de conception ou de fonctionnement de cette architecture, en particulier chez Intel, et donc c'est à connaître. C'est une différence, et les Lunar Lake, les Core 2 en fait Ultra tels qu'on voit là, ont cette problématique, je trouve, de comportement. À vous de voir si c'est un problème ou pas. Je finis avec Geekbench. Et je passe à Cinebench. Donc Cinebench, vous avez le single core à 108, le multicore à 499. C'est, on va dire, dans les standards. On est un petit peu plus bas que les tests XPS que je vous avais montré, puisqu'ici on est à 108, on devait être à 112, 114 sur l'XPS. Donc un petit peu plus bas. Mais c'est le problème répétabilité des tests, en fait. Si je rejoue Cinebench, peut-être qu'il va être plus bas, peut-être qu'il va être un petit peu plus haut. Mais on est en tout cas dans le même ordre de grandeur. Je l'ai joué plusieurs fois, on est autour des 110, on va dire. Et on est autour des 500 en multicore. Alors, à nouveau, en multicore, on est vraiment pas bon. Enfin, pas bon. Ça reste utilisable, ça reste exploitable, et c'est beaucoup mieux que des machines d'il y a une dizaine d'années. Hein. Mais c'est pas bon par rapport à des machines actuelles qui ont vraiment de l'hyperthreading et beaucoup de corps. Donc il faut le savoir, c'est pas une machine qui va être à l'aise dans ces domaines-là. De la même manière, le GPU, on pourrait le faire fonctionner, mais là ici, par exemple, il n'est pas accepté par Cinebench 2024, mais l'Intel Arc est assez bon en termes d'encodage, surtout si on est dans des encodages VC1, des trucs comme ça assez modernes. Donc c'est aussi un GPU sur lequel on peut s'appuyer pour jouer et pour de l'encodage vidéo ou de la décompression vidéo. Donc ça peut être aussi intéressant à prendre en compte. Côté graphique, GPU, je vous l'ai dit, c'est une Intel Arc, donc ne vous attendez pas non plus à des performances de machines de jeu. Et d'ailleurs, je ne conseille pas de partir sur une machine portable pour faire du jeu vidéo. Hein. C'est des trucs qu'on jette à la poubelle, parce que ça évolue trop vite pour que ça dure longtemps. Donc privilégier, si vraiment vous voulez un ordinateur portable, des cartes graphiques externes, du Thunderbolt, des trucs comme ça, ou une machine vraiment dédiée pour jouer, une machine ce que vous pouvez faire évoluer. Si jamais vous êtes intéressé par les performances, score OpenCL de 22784, et j'ai un testeur de jeux vidéo professionnel qui m'a validé cette plateforme. Il a un benchmark officiel, standardisé, qui lui permet de connaître les performances de chaque machine. C'est le jeu vidéo Cars, et cette machine a obtenu la note de 11 sur 10 sur les performances pour ce jeu. Mais je crois qu'elles ont toutes la note de 11 sur 10 à partir du moment où on peut jouer à Cars. Ça vous donnera pas beaucoup d'informations, mais en gros, c'est une machine, vous pourrez jouer des petits jeux, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Si vous voulez jouer à des gros jeux, les machines... Enfin, Intel revient dans la course avec les cartes graphiques, mais aussi, on est quand même sur du mobile qui n'est pas adapté pour du jeu vidéo, donc il faudra être raisonnable sur les définitions, les détails, les trucs comme ça. Mais on peut jouer un petit peu, ça dépanne, ça peut permettre... voilà, de passer du bon temps sur cette machine-ci. Il faut juste pas avoir des ambitions trop poussées. Et vous avez des tests de toute façon dans le détail sur internet, des capacités réelles de ces machines, ou en tout cas de ces processeurs 258V sur différents jeux, donc ça vous permettra d'avoir une bonne idée du niveau de performance. En tout cas, il n'y a pas de souci, on peut jouer à ce genre de jeu. Là, j'ai tout mis à fond, c'est un vieux jeu, évidemment, on est un jeu de 2005, mais si vous avez envie de défoncer toutes les voitures qui se trouvent sur la route, vous pourrez sans souci. Et maintenant que j'en ai fini avec l'écran, avec les benches, je voulais aussi vous parler donc de la fonctionnalité qui pour moi est super intéressante sur ce type de machine. On est sur du processeur Intel. Je vous l'ai dit, il y a des avantages, des inconvénients, mais un gros avantage que vous avez en particulier sur les processeurs Intel, parce que Intel est à l'origine du Thunderbolt et des évolutions de normes Thunderbolt, c'est que cette machine-ci est équipée d'un seul connecteur Thunderbolt, c'est celui sur lequel je suis connecté actuellement, 3 connecteurs USB, donc pas d'USB-C de ce côté-là, 2 connecteurs USB-C de ce côté-là, mais un seul qui est Thunderbolt, l'autre est USB-C traditionnel. Alors vous avez la sortie graphique, etc. sur l'autre connecteur USB-C, mais si vous avez du Thunderbolt, vous vous connectez bien sur cette prise-ci, la prise la plus proche de vous, qui est Thunderbolt. Elle est Thunderbolt 4, et donc c'est super intéressant parce que soit si vous avez un dock Thunderbolt, comme j'ai ici derrière, c'est un dock Dell Thunderbolt 3, soit vous avez éventuellement, comme je peux avoir ici, un écran Thunderbolt, ici c'est un écran avec du Thunderbolt 4, vous avez donc le lien Thunderbolt entre la machine et par exemple l'écran, et sur l'écran vous pouvez y connecter un tas de choses, en particulier y connecter une webcam, des disques durs, des choses comme ça, et du coup avec le lien Thunderbolt, vous avez non seulement le signal vidéo qui est transmis, c'est du DisplayPort via le Thunderbolt, donc du multi-stream, donc du multi-écran ou de l'écran splitté ou des choses comme ça, donc c'est très très souple pour tout ça. Et vous avez donc du débit qui est assez intéressant et des vitesses de recharge qui sont
correct. Ici, c'est du Thunderbolt 4. Si on était sur du Thunderbolt 5, on serait encore un petit peu plus haut. Mais en tout cas, c'est super intéressant avec le Thunderbolt. Vous n'avez pas les limitations que vous pouvez avoir avec de l'USB plus traditionnel, l'USB 4 en particulier. Même si l'USB 4 est très bien, le Thunderbolt va plus loin en termes d'affichage, en termes de débit, en termes de fonctionnalité globale. Donc c'est un surensemble, on va dire, et donc c'est assez intéressant. Et vous avez en plus le choix, donc comme vous avez vos deux ports USB-C, vous pouvez basculer de l'USB 4 plus classique, plus traditionnel, on va dire, sur du Thunderbolt 4. Si on avait du Thunderbolt 5, ça serait même encore meilleur. Mais en tout cas, avec ça, vous êtes paré pour vous connecter sur une petite station d'accueil Thunderbolt, et donc avoir la possibilité de connecter tout, non pas sur votre machine, mais sur la station d'accueil, donc l'écran ou une station dédiée. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette machine Dell Plus 2 en 1, avec son processeur Ultra 7 258V et son écran mini LED qui est vraiment merveilleux. Si je dois vous faire une conclusion, vous donner un avis, un rapport qualité-prix, des choses comme ça, ce que je peux vous dire, c'est que le problème, c'est qu'il se situe à quasiment 1400 €, 1300, 1400 €, bref, en fonction des promotions. Le souci, c'est que pour moi, c'est relativement cher pour la gamme à laquelle il est adressé. Ce serait pas un souci si cette machine était plus équilibrée dans ses prestations. Mais le fait qu'elle ait été, qu'on lui ait pas mis de caméra Windows Hello, ça peut paraître un détail, mais pour moi déjà c'est énorme. C'est vraiment un oubli. Sur ce niveau de prix, on est obligé d'avoir une caméra Windows Hello, c'est quelque chose de super pratique, et je vous l'ai montré en mode tablette, on n'a plus accès au clavier, on a difficilement accès au bouton d'allumage, donc bouton d'empreinte digitale, et donc si on n'a pas face à soi une caméra Windows Hello, c'est franchement pénible au quotidien. Également, l'autre souci, mais qui est mineur, c'est la batterie qui aurait pu être beaucoup plus grosse, étant donné que le châssis est quasiment vide. En fait, c'est du rembourrage, je vous l'ai montré à certains endroits dans la coque. On aurait pu avoir une option, peut-être même, mais pour avoir une batterie beaucoup plus autonome. Alors, ça n'empêche pas que c'est une machine qui est très autonome. Elle est performante et autonome, mais on aurait pu avoir une machine qui est encore plus autonome, passer, je sais pas, sur un 85 Wh, quelque chose comme ça, enfin aller beaucoup plus loin en termes d'autonomie, ce qui aurait permis d'avoir peut-être une machine à peine plus chère, beaucoup plus intéressante. Et puis le dernier point, je vous l'ai dit, c'est une machine tactile avec un écran super sympa, ça reste une gamme Inspiron, mais où est passé le stylet? Et quand bien même vous aurez le stylet, qu'allez-vous en faire? C'est-à-dire, il va falloir qu'il traîne dans le sac à l'ancienne, on va dire, alors que je trouve que Dell, puisque là ils sont directement en concurrence avec eux-mêmes, hein. Dell sur la gamme Inspiron, Dell sur la gamme nouvelle Inspiron, donc plus, avait trouvé une solution pour le stylet qui je trouve était une excellente solution. Ici on a perdu en possibilité et c'est dommage, et on est monté en prix puisqu'on est quand même sur quelque chose un peu plus cher. Alors quand même, si je dois regarder au global par rapport au prix de ces machines au moment où elles sont sorties, alors cette machine-ci, quand elle est sortie, elle était peut-être un petit peu plus chère. Moi j'ai acheté à 1000 €, mais je pense qu'elle valait 1200 ou 1300 € à peu près au moment où on aurait pu trouver celle-là, donc je pense qu'en termes de prix elles se valent les deux. Ici en plus on est sur une version 16 pouces, je vais vous montrer vite fait la variante 14 pouces, on est quand même sur des gammes de prix qui sont similaires. Si je dois regarder le rapport qualité-prix de ces deux machines, je trouve que cette machine-ci, quand elle est sortie, elle avait certes un processeur très puissant, mais quand on regardait bien à l'usage, et moi c'est les problèmes que j'en ai toujours maintenant, c'est que l'écran et pas de super bonne qualité, c'est-à-dire que quand vraiment on est en extérieur avec beaucoup de luminosité autour, c'est compliqué, l'écran atteint vite ses limites, et puis c'est un petit écran HD, donc voilà, ça va pas non plus chercher bien loin, et l'autonomie est aussi pas super bonne. Après ça, pour le reste, que ce soit le format du clavier, le format du touchpad et tout ça, on est sur une année de fabrication qui est un petit peu différente, pareil pour l'absence de Windows Hello, donc ça c'est des choses qu'on peut pardonner à l'époque où cette machine est sortie. Pour le reste, elle est très très bien conçue, c'était un très bon rapport qualité-prix, et donc celle-ci, je peux tout de suite vous dire qu'elle a un meilleur ressenti en fait. Son écran est vraiment exceptionnel, on a l'impression d'avoir un écran d'une machine beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on a. Alors évidemment, je pense qu'on en a toujours pour son argent, mais c'est un très bel écran pour la gamme dans laquelle il est intégré. Clavier, touchpad, etc. sont super. La charnière aussi est un bond en avant. Alors certes, cette charnière-là, elle permettait d'intégrer donc le stylet, ce dont je vous ai parlé pas mal. Mais cette charnière-là est beaucoup plus robuste. Donc peut-être qu'ils ont choisi de virer la possibilité facilement de stocker un stylet en ayant une charnière qui est à la fois très standard dans l'ouverture quand on est en mode ordinateur portable, et c'est très pratique, et par contre qui permet d'atteindre le mode 360
donc couverture globale pour mode tablette, mais de manière aussi très sécurisante, sans avoir peur de la casser, parce que cette charnière-ci, je peux vous dire que quand on la manipule, on n'est pas serein avec la double articulation. Celle-ci, je trouve qu'on est un peu plus serein, et ça paraît plus robuste. Alors, est-ce que ça l'est vraiment plus robuste? J'en sais rien, mais moi, c'est le ressenti que j'en ai. Donc, autrement dit, je pense qu'on a, avec cette machine à gauche, cette Dell Plus 16 en 1 de 2025, on a des niveaux de performance qui sont super. Le Ultra 7 258V est un très très bon processeur, alors un peu moins en multicore, mais il est quand même très sympa en monocore, et il a des capacités. La carte graphique qui est embarquée est aussi de qualité. Ici c'était une HD Graphics 600, donc déjà à l'époque ça marche, mais c'est pas non plus super performant. Une Arc, c'est pas non plus une gamme gamer, mais ça fonctionne bien quand on veut jouer un petit peu. Donc voilà, je trouve qu'on en a pour son argent. Maintenant ça reste du Dell, même si c'est un Dell Plus. C'est quand même cher, je trouve, donc les 1349 € qui sont demandés, même si on a un bel écran, on a un beau châssis, ça reste quand même un beau budget. Donc je ne sais pas si Dell en vendra beaucoup, mais vous avez quand même la possibilité du coup d'avoir une machine avec une belle finition, une dalle flatteuse à l'œil quand on l'utilise, hein, très très lisible, très très exploitable. Donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant attention, il existe sur le marché des machines qui sont bien plus abordables en termes de budget, mais qui n'auront peut-être pas toutes les options là, mais qui auront peut-être des trucs en plus, et peut-être que d'autres fabricants n'auront pas oublié de mettre une caméra Windows Hello, qui ne doit pas coûter si cher que ça, je pense, à intégrer, plutôt que cette petite webcam, elle est de qualité, hein, c'est pas le souci, mais l'absence de Windows Hello, pour moi, c'est presque handicapant pour la machine, donc c'est vraiment problématique. Donc au final, ce que je peux vous en dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, maintenant que j'ai vu cette machine-ci, c'est la variante qui est 14 pouces. La variante 14 pouces, elle est encore plus accessible en termes de budget, mais vous voyez qu'on a l'Ultra 5 ou l'Ultra 7, alors toutes les deux en 256V, c'est-à-dire que vous avez forcément 16 Go, hein, 6, 16 Go, je pense que vous avez compris maintenant. Donc même si on l'équipe de manière assez standard, cette machine, on est à 899 €, donc on est très accessible pour une petite machine 2 en 1, c'est intéressant. Et si on passe sur l'Ultra 7 256V, on monte en termes de prix, on y a 1149 €, donc on reste toujours avec les 16 Go, et par contre on n'a pas l'écran mini LED. Et ça c'est le truc que je trouve dommage, c'est qu'on est sanctionné par la diagonale qu'on prend, c'est-à-dire si on veut le bel écran, on est obligé de prendre le 16 pouces parce que le 14 pouces n'est pas équipé d'un bel écran tactile. Je dis pas que l'écran que met Dell est mauvais, mais c'est un écran très standard en termes de qualité. Et donc, pour moi, c'est pas quelque chose que je recherche. L'écran mini LED, c'est vraiment ce que j'attendais sur la machine 14 pouces. Alors du coup, peut-être que je testerai pas la 14 pouces, en tout cas tant qu'il n'y a pas un écran de meilleure qualité que ça, parce que sinon c'était la machine qui semblait appropriée pour une mise à niveau. C'est à peu près le même genre que ce que j'ai, mais en plus moderne, en plus rapide, en plus efficace et en plus autonome. Mais tant pis, Dell n'a pas comblé les manques, et du coup j'aurais pas les qualités de la version 16 sur la version 14. Donc tant pis, mais au moins ça vous a permis de découvrir, et puis moi aussi, cette machine. Alors évidemment, vous aurez pas eu facilement visible à l'écran les qualités de l'écran 16 pouces mini LED. Moi je les ai vus au quotidien, je peux vous dire que c'est un très bel écran, et que si vous avez l'occasion de tester cet écran, je ne peux que vous conseiller de mettre la main dessus et de regarder. Vous allez voir que la définition est super, et que la luminosité, la gestion de la colorimétrie, tout ça est très très bonne. Donc un écran mini LED qui est convaincant, et en attendant d'avoir du nano LED plutôt que de l'OLED, c'est, je pense, très intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette machine Dell 16 2 en 1. J'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.